Cette édition se poursuit dans un instant. Nous parlerons de l'interdiction de la circulation des motos à Kaloum, une annonce du ministre de la Sécurité qui ne concerne en fait que les conducteurs de taxi-moto. Selon le ministre Keira, il s'agit d'appliquer l'arrêté du ministre des Transports qui date de 2016 interdisant cette activité dans la commune administrative. 18 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan dans la nuit du mardi au mercredi. On en parlera également. La décision du ministre de la Sécurité interdisant la circulation des motos à Kaloum à compter du lundi 25 juin n'est pas du goût des citoyens, surtout des conducteurs des engins à deux roues. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques-uns pour recueillir leur avis. Abdraman Ba et Lamine Silla. À compter du lundi 25 juin, ces engins à deux roues ne pourront plus circuler dans le centre-ville à Kaloum. Ce taxi-motard navigue entre la banlieue et le centre-ville. Cette annonce va impacter sa recette financière. À cet effet, quand ils interdisent la circulation des mototaxis, ça va jouer énormément sur nous qui travaillons en ville, économiquement, parce que là, en ce moment, tous les taxis-motos vont se rabattre vers la banlieue et vers là, il y a de pléthoriques motos. Donc quand tu sors le matin, si tu ne sors pas vers 6 heures, d'ici 18 heures, difficile d'avoir 50 000. L'interdiction des taxis-motos ne va pas seulement impacter les recettes des conducteurs de taxis-motos, mais certains citoyens préfèrent la commodité. Tu vas voir un client vient ici, bon, il dit il est pressé. Vous voyez, non, il veut partir comme à Kaloum vite, alors qu'il a un travail à faire là-bas. Il est obligé d'emprunter taxi-motard parce que vous voyez, il n'y a pas de route. Vous voyez, non, il y a des embouteillages chaque jour, c'est des embouteillages. Vous voyez, non, alors il est obligé de prendre des taxi-motard pour se rendre là-bas. Mais s'ils disent que bon, il y a l'interdiction du taxi-moteur, c'est pas bon. La plupart des taxis-motos qui roulent au centre-ville viennent de la banlieue. Chaque carrefour est occupé par un groupe de conducteurs. Ce responsable de ligne redoute le surnombre. Quand on leur dit carrément, les motards là ne vont pas circuler ici en ville, ça va nous causer des problèmes. Parce que beaucoup vont venir vers nous pour les recenser. Et pourtant, ici aussi, c'est concentré, il n'y a pas de place. La décision d'interdire les taxis-motos n'est pas une première. Cette autre sera-t-elle suivie? Les prochains jours nous édifieront. Et puis cette précision, l'interdiction de la circulation des motos à Kaloum annoncée par le ministre de la Sécurité ne concerne que les conducteurs de taxi-moto. Selon le ministre Keira, il s'agit d'appliquer l'arrêté du ministre des Transports qui date de 2016 interdisant cette activité dans la commune administrative. Malik Sangiana Kamara, Aboubakar Din Kamara signe ce reportage. La décision du ministère de la Sécurité ne met en application que l'arrêté du ministre des Transports datant de 2016. Cet arrêté autorise la circulation des taxis-motos sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de la commune de Kaloum. Le communiqué est clair. Le communiqué dit qu'à compter du lundi 25, aucune moto-taxi n'aura accès à la commune de Kaloum, conformément à l'arrêté du ministère des Transports créant, autorisant et réglementant l'exploitation des mototaxis en République de Guinée. Cette interdiction des mototaxis à Kaloum ne vise uniquement que les taxis, contrairement aux spéculations sur les réseaux sociaux. Au moment de la préparation de l'acte, on avait parlé de l'ensemble des motos dans l'ensemble. Mais après, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des fonctionnaires qui se déplaçaient à moto. Il y a des sociétés également qui ont des motos et qui sont domiciliées à Kaloum. Donc, ils travaillent avec les motos. C'est compliqué de dire que les motos n'allaient pas rentrer à Kaloum. Et il n'y a aucune loi qui parle de cela. Le ministre de la Sécurité s'est dit engagé à mettre fin à la violation du code de la route. L'indiscipline, les surcharges que font les conducteurs de taxi-moto. Déjà, des agents sont en train d'être déployés sur le terrain par la Direction nationale de la police routière pour interpeller les contrevenants à partir du lundi prochain, rassure Alpha Ibrahima Keira. La sécurité routière est en train de faire mettre des équipes de contrôle permanent en place qui vont se déployer sur l'ensemble du terrain. Il y a d'autres même qui seront habillés en civil. Quand ils vont voir les motos passer, ils vont dire « Hey, taxi !» Et si le monsieur s'arrête, alors on saura que c'est une moto-taxi.
Le ministre Keira révèle que même certains hauts cadres et agents de sécurité sont propriétaires de taxis-motos et qui ne veulent pas que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Cependant, il a réitéré ses propos. La pagaille est terminée. Elle est enfin libre après 8 mois de détention à la maison centrale de Conakry. Diarra Baldé, la jeune étudiante, a bénéficié d'une liberté provisoire mercredi. La jeune fille en grossesse avancée, accompagnée de ses avocats, est sortie de la maison centrale de Conakry à 15 h. Elle n'a pas échappé à nos caméras. Cette libération, c'est pour permettre à la jeune étudiante d'accoucher dans de bonnes conditions. Libérée, elle est placée sous contrôle judiciaire. La défense n'attendait que cet acte du juge. Abdrahman Ba, Alouba. Entrée dans ce centre pénitentiaire jeune fille, c'est une femme en état de famille qui en ressort. Après les multiples combats menés par les activistes des droits de l'homme, Diarra Baldé recouvre sa liberté comme son tuteur accusé il y a quelques semaines, lui-même poursuivi pour viol. Ça a été une longue bataille. On a déposé au minimum 2 demandes de mise en liberté. Et aujourd'hui, Diarra est libre provisoirement, mais c'est une liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui de constater qu'elle est libre et qu'elle va pouvoir accoucher hors de cette prison et que la procédure va suivre son cours. Après 6 mois de détention à la maison centrale avec une grossesse, Diarra n'accouchera finalement pas en cellule. Ce grâce aux différentes démarches menées par les avocats et les ONG pour sa relaxe. Nous n'avons qu'apporté notre soutien quant à la libération de Diarra Baldé. C'est juste une intervention que l'institution que j'incarne a sollicité auprès de la Cour d'appel et pour que mademoiselle Diarra Baldé soit libre. Compte tenu de l'état auquel elle se trouve, Diarra Baldé. Cette procédure est une bataille gagnée, mais plusieurs autres sont en voie d'être livrées. C'est le cas de la poursuite engagée contre son tuteur pour viol, mais aussi les préparatifs pour son procès. L'autre étape, c'est d'obtenir l'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction qui va permettre à Diarra d'être jugée pour les faits dont elle est reprochée. Après que Diarra et son tuteur aient tous bénéficié d'une mise en liberté provisoire, les prochaines batailles judiciaires vont se poursuivre devant les tribunaux. Et puis le manque d'approvisionnement en courant électrique en cette période de la Coupe du Monde provoque d'énormes frustrations dans des quartiers de la capitale guinéenne. Lundi, des jeunes du quartier Bonfiport précisément ont bloqué tout simplement la circulation sur la corniche pour réclamer le retour du courant électrique. On suit ce reportage de Makiso et d'Adsen Kamara. Il n'y a pas que les grands qui expriment leur colère, les tout petits aussi. À Bonfiport, comme dans plusieurs quartiers de Conakry, il n'y a pas d'électricité pour regarder la compétition mondiale de football. Des fois, on peut faire 2 jours sans avoir le courant. Le mondial a commencé. On peut même pas regarder les matchs. Et puis, le courant ne part que dès qu'on débute les matchs. Dès qu'on débute les matchs, on amène le courant directement. Et ça, on en a marre maintenant. Aujourd'hui, nous avons créé ce mouvement le lundi pour qu'ils savent que aujourd'hui, nous aussi, nous souffrons beaucoup parce que nous voulons encore regarder le match tel que les autres. Ils sont excédés par les coupures intempestives du courant électrique dans leur quartier. Ouais, c'est moi, Mohamed Lamine Kamara. Je suis à Bonfiport, qu'il n'y a pas de courant chez nous, donc on a barré la route. Parce que le ministre a dit que tout le monde veut voir le courant, mais nous, on n'a pas de courant. Depuis le Coupe du Monde, nous, on ne voit rien. Parmi les protestants, nombreux sont ceux qui dénoncent les promesses non tenues du gouvernement quant à la fourniture du courant électrique en cette période de grande pluie. Des fois, ils nous disent que bon, c'est l'insuffisance de l'eau. On s'est contenté de ça pendant la saison sèche. Maintenant, la saison pluvieuse, ils veulent nous faire croire que maintenant, qu'il y a des pannes. Quelle panne encore? On veut savoir maintenant qu'est-ce qui ne va pas réellement. Jusqu'à présent, c'est des tours qu'il a jusqu'à présent au niveau du courant. Maintenant, on veut savoir si réellement ils n'envoient pas le courant, nous bloquons les routes, il n'y a pas de passage. S'il y a le courant, nous enlevons les sauges. Et s'ils amènent encore le courant, on commence notre mouvement. Pourtant, la communication récente du gouvernement sur la fourniture de l'électricité pendant les matchs de la Coupe du Monde était plutôt rassurante.
Hors de nos frontières, direction la Côte d'Ivoire, où 18 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan dans la nuit du mardi au mercredi. Des gens ont construit n'importe comment sans tenir compte du chemin de l'eau. Donc c'est pourquoi il y a eu cette inondation. L'État a sa part de responsabilité. Parce que vu la manière dont les gens construisent, au moins il y a des architectes d'État qui auraient pu intervenir pour dire que dans tel endroit, il faut laisser passer l'eau, il ne faut pas construire, et dans tel autre endroit, il faut construire. Depuis son entrée en politique il y a 3 ans, Donald Trump s'était toujours montré capable de défier les lois de la politique. Jusqu'au mercredi 20 juin, en milieu de matinée, le président des États-Unis a pris acte d'une ligne rouge, l'instrumentalisation d'enfants à des fins électorales face au tollé croissant suscité par le choix de séparer les familles de sans-papiers arrêtées après le franchissement illégal de la frontière avec le Mexique. Donald Trump a battu en retraite en signant dans la précipitation un décret présidentiel disposant que les enfants et les parents seront désormais détenus ensemble pendant la durée des procédures judiciaires. It's been going on for 60 years. So we're going to have strong, very strong borders, but we're going to keep the families together. I didn't like the sight or the feeling of families being separated. They're going to have a hard time trusting others in the future. They're going to be having a hard time forming relationships and forming new families. And it's going to be very hard for them to be parents because they're going to feel like the parents fail them and they're going to be afraid that they're going to fail their children. C'était donc les images de nos confrères de l'AFP et c'est avec elles qu'on termine cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique, à la rédaction. Portez-vous bien et très bon début de semaine sur Espace TV.